Bonjour Olivier, merci de nous recevoir ici donc dans les locaux de l'Asfored. Tu es traducteur de l'allemand, tu es auteur. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors je suis traducteur depuis 45 ans, donc quelques mots ça fait pas énormément. Je suis traducteur depuis, ma première traduction date de 1978, donc ça remonte un petit peu. Euh, je suis devenu traducteur en fait après pas mal de détours professionnels. Disons que ça fait à peu près 40 ans en fait, en réalité que je ne fais pratiquement plus que ça. Je suis vraiment devenu un professionnel de la traduction. J'ai trois domaines de travail principaux: le roman, avec essentiellement des auteurs contemporains, notamment Martin Suter, que j'ai traduit depuis 25 ans, mais aussi des auteurs moins connus comme Philippe Weiss, comme Frank Witzel, et puis quelques classiques. J'ai retraduit du Stefan Zweig, du Thomas Mann un petit peu aussi, quelques auteurs comme ça, un peu de Goethe aussi, enfin, en révision de traduction, d'une traduction ancienne. Voilà, ça c'est mon premier pôle. Le deuxième pôle qui est très important, c'est la philosophie. J'ai deux auteurs que je traduis depuis respectivement 25 ans et 10 ans. C'est Peter Sloterdijk, qui est un philosophe majeur allemand actuel, et puis un philosophe qui est encore moins connu en France, mais qui publie, dont on a publié déjà pas mal de livres, s'appelle Byung-Chul Han. C'est un nom qui est pas très allemand, parce qu'en fait il vient de Corée. Il est arrivé, il était un métallurgiste, il est arrivé en Allemagne pour reprendre des études, et qui est devenu un des philosophes vraiment importants de l'Allemagne. C'est dingue. Oui, c'est un personnage tout à fait étonnant. Après, j'ai cette troisième partie qui est la traduction de textes essentiellement sur le nazisme. J'ai jamais fait le compte exact, mais j'ai dû en faire une cinquantaine, depuis l'histoire de l'antisémitisme jusqu'à l'histoire de la fin de la guerre et des 10 années qui ont suivi la guerre, avec un livre de Harald Wiener qui est paru il y a un an et demi maintenant. Et puis énormément d'études sur le nazisme, donc aussi bien sur la médecine nazie. J'ai traduit deux livres très importants, dans celui d'Anne Split qui s'appelle la médecine nazie et ses victimes, qui est vraiment une somme de tout ce qu'on sait sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Un livre très important aussi de Peter Reichel qui s'appelle La fascination du nazisme, où il démontre la manière dont Hitler et ses sbires ont réussi, en fait, après une période d'intense violence qui leur a permis d'arriver au pouvoir, ont réussi en fait à séduire de manière considérable la population allemande, qui a dans sa majorité, peut-être pas sa grande majorité, mais en tout cas dans sa majorité, soutenu Hitler jusqu'à Stalingrad et jusqu'en 1943. Et il montre comment une offre de divertissement absolument dans tous les domaines a en fait permis de capter les Allemands, en leur offrant un monde un peu irréel, très doux, très mièvre, alors que les hommes partaient se battre et se faisaient massacrer, parce qu'il y a eu énormément de morts en Allemagne. Ça a été un instrument de propagande plus efficace en fait que la propagande par discours, etc. Voilà. Il y en a bien d'autres. J'ai traduit un livre important qui est une sociologie des camps de concentration, écrit par Wolfgang Wachowski. Ça s'appelle L'Ordre de la Terreur. Et puis, bon, une flopée d'autres livres, voilà, qui ont tous plus ou moins trait, sinon à cette période directement, du moins à Weimar, au début de l'Allemagne fédérale. Euh, Ce qui m'a donné en fait un aperçu un peu général de ce qu'avait été cette période. Je suis pas du tout historien, je prétends pas l'être, mais à travers la traduction, on peut découvrir, comprendre beaucoup de choses, à travers le langage qu'on traduit, la manière dont il est utilisé, et aussi parfois la manière dont il est traduit, d'ailleurs. Oui, oui, bah, je suis absolument d'accord avec toi. C'est pas moi qui dirais le contraire. En fait, on peut dire que tous ces textes, quelque part, t'avaient préparé, en quelque sorte, un jour à traduire Mein Kampf. Oui, parce qu'en plus de tous ces textes-là, depuis l'an 2010, si je me rappelle bien un peu, on a commencé à me demander de traduire des textes sources. Les textes sources, c'est donc la base du travail des historiens. C'est aussi la base pour les étudiants qui vont permettre de travailler correctement. Ce sont des textes qui sont très souvent cités dans tous les livres que j'avais traduits, mais qui n'existaient pas sous une forme traduite en France et parfois même pas du tout en Allemagne, pour une raison très simple, c'est que ce sont des textes qui ont été proscrits pendant très longtemps, qu'on manie à juste titre comme de la dynamite, parce que ce sont des textes qui sont dangereux et on peut pas les faire les présenter n'importe comment. J'avais fait donc d'abord une partie du journal de Joseph Goebbels, 39-42, qui est un document assez impressionnant. Ensuite, le journal d'Alfred Rosenberg, qui était le grand ennemi de Goebbels, mais qui a
un poste très important après 1941. C'était celui de ministre des territoires de l'Est, donc tout ce qui avait été conquis notamment sur la Russie et dans les pays adjacents. Ensuite, j'ai traduit un livre qui est complètement fou et qui est alors épouvantable, mais passionnant en creux d'une certaine manière. C'est la correspondance de Heinrich Himmler, le chef de la SS, le Reichsführer SS, avec sa femme. Et c'est une correspondance qui est d'une niaiserie, mais absolument inouïe. J'en ai lu des extraits aussi, C'est terrifiant. fou, hein. C'est terrifiant. C'est-à-dire qu'on voit à quel point ce type était totalement nul. Enfin, il a aucune espèce d'épaisseur intellectuelle ou quoi que ce soit. Il passe sa vie à discuter de la manière dont il peut castrer des poulets pour en faire des chapons, et il discute avec sa femme des repas du soir quand il va revenir, quand il revient le week-end, et sa femme lui dit oui, mais je vais aller te chercher des blettes et des carottes, et on découvre après qu'elle va aller chercher à Dachau à ce moment-là, dans le jardin qui est tenu par des détenus qui ont quelques semaines d'espérance de vie. Voilà. Et puis donc un jour, j'ai l'édition Fayard qui m'ont appelé. C'était devenu un peu logique parce que malheureusement, je suis devenu le spécialiste de cette époque. Il y a eu de grands traducteurs d'allemand qui en faisaient beaucoup, Bernard Lortolari par exemple, qui est un peu arrêté maintenant. Et le Rosenberg, d'ailleurs, je l'avais traduit avec lui. Enfin, il y avait deux parties, une par lui, une par moi. Voilà, donc on m'a appelé un jour en me demandant mais est-ce que vous accepteriez de faire ça. Donc je ne travaille jamais que dans ces conditions-là, c'est-à-dire avec des historiens sur des livres qui sont des livres d'histoire et pas des témoignages bruts, parce que c'est des témoignages bruts qui tombent dans des mains inexpérimentées et innocentes ou innocentes et ignorantes, peuvent vraiment devenir dangereux. Hein, donc Oui. même Mein Kampf, on va en reparler. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ce sous-titre historiciser le mal, Alors, qui est tout à très fait, parce que intéressant. c'est même pas le sous-titre, c'est le titre, C'est le puisque titre, pardon. l'édition de Mein Kampf en France ne porte pas le titre de Mein Kampf, il est en deuxième sous-titre. D'accord. Et on a fait ils l'ont fait, parce que c'est le travail des historiens, tout à fait volontairement, parce que Mein Kampf, tout simplement, fait un tiers de cet énorme livre. Tout le reste, ce sont des notes extrêmement précises, des introductions, des commentaires, et Mein Kampf n'est là, en fait, que comme objet d'étude. Voilà. Alors justement, moi, ce que je voulais te demander, c'est quelle est la différence entre faire ce type de travail, alors déjà au niveau éditorial, Mmh. et puis aussi au niveau purement de la traduction, parce que tu avais déjà fait une première traduction Mmh. entre guillemets normale, et tu as dû tout recommencer pour des raisons que tu vas nous expliquer et qui sont très très intéressantes. Alors, Mein Kampf est un livre absolument illisible, doublement. D'abord par l'écriture. Mm. Il a écrit vraiment extrêmement mal, il écrit comme un pied. Il n'y a pas d'autre expression. Les phrases sont mal fichues, etc. Et donc, il existait déjà une version en France de Mein Kampf qui avait été éditée d'abord en édition pirate, sans l'autorisation d'Hitler, qui avait été éditée avec des fonds par un éditeur de l'Action française, maurassien, et avec des fonds de la Ligue internationale contre l'antisémitisme. Parce que tous les deux considéraient qu'Hitler était un danger, pas pour les mêmes raisons. Les Maurassiens parce qu'ils pensaient qu'il y aurait une nouvelle invasion de la France, et l'ennemi Bosch était toujours là. Et les Juifs de la LICA, bien entendu, ils avaient lu le livre et comprenaient très très bien ce qui était en train de se profiler. Et au moment où ils ont entamé la traduction, c'était même pas qui était en train de se profiler, c'était déjà en cours avec les premières lois raciales de 1933. Euh, cette traduction-là, elle était faite pour que le grand public français la lise. C'était vraiment le but. Donc, elle reprenait les techniques de traduction de l'époque, c'est-à-dire que c'était une traduction extrêmement lissée, avec genre en bon français, comme on disait, mais c'était volontaire. Il y avait vraiment une volonté de rendre ce livre accessible. Donc, c'est très simplifié, c'est très lissé, et moi, la première version que j'avais faite, j'étais bien conscient que celle-là, travailler comme ça sur ce texte est absolument impossible, mais je voulais quand même, ce que font tous les traducteurs, même sur des textes illisibles, on essaie de garder une certaine accessibilité, d'offrir une certaine accessibilité aux lecteurs. Donc j'étais sur quelque chose qui était entre les deux à peu près. C'est-à-dire que j'avais repris la lourdeur, repris un certain nombre de traits caractéristiques du langage Hitler, mais quand c'était trop, c'était trop. Voilà. T'avais donc un petit peu toiletté en fait le texte, quoi. Voilà, pour qu'il soit simplement accessible. Voilà, juste ça. Que tout le monde puisse le lire. Et le premier directeur d'édition chez Fayard est absolument ravi. Il s'est fâché, je vais passer sur les circonstances, ça n'a aucun intérêt, il s'est fâché avec la directrice de Fayard
Sophie Closet, il est parti, et j'ai pensé qu'en fait, j'aurais plus jamais de nouvelles de ce livre. Pendant plusieurs mois, peut-être 6 ou 7, j'ai plus de nouvelles. Et un jour, Sophie Hogg de chez Fayard m'a appelé en me disant on a un nouveau directeur d'édition et il serait heureux de vous voir. Et donc j'y suis allé avec grand plaisir et je me suis trouvé face à face avec un monsieur qui s'appelle Florent Braillard, qui est un remarquable historien de très très haut niveau, qui a été très gentil. Il m'a dit écoutez, merci d'être venu, on serait ravis de travailler avec vous. Voilà, votre traduction est très bien, mais on voudrait autre chose. Alors bon, tout traducteur qui entend ça se dit quelle catastrophe me guette. Et effectivement, en fait, ce qu'il m'a dit, c'est qu'on voudrait le texte de Hucker tel qu'il est. Tel qu'il est, ça veut dire ce texte à l'état pas brut, mais à l'état traduit, exactement à l'identique. Donc sans aucune espèce d'amélioration. Le texte lui-même, Mein Kampf, avait été très très mal reçu en 25 quand il est sorti. Tout le monde s'est moqué de lui. Les réactions de la presse sont catastrophiques. On me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce type? Il n'est pas capable d'aligner 3 phrases. C'est grotesque. Et même un journal nazi comme la Deutsche Zeitung publie un texte en disant on espère que c'est pas ce monsieur-là qui va prendre les destinées de notre mouvement. Donc c'était une catastrophe absolue pour ces raisons-là. Essentiellement pour des raisons stylistiques, et le reste était de la bouillie, mais ça on va en reparler. Et donc j'ai repris mon travail avec les historiens, y compris sur la traduction, on a travaillé ensemble, pour arriver à être au plus près du texte de Hucker. Très concrètement, il y a 2 caractéristiques majeures. La première, c'est une lourdeur phénoménale qui passe par des choses qu'on peut tout à fait décrire. Il y a énormément d'adverbes, parfois 3, 4, 5 adverbes par phrase. Il y a une flopée d'adjectifs, tous plus ronflants les uns que les autres. Les phrases sont très longues, elles sont circulaires, c'est-à-dire qu'il va prendre une idée et puis avec des virgules, la reprendre, etc. pour aboutir à des phrases simples et claires, qui sont en gros toutes les mêmes. C'est voilà les gens qui nous persécutent, les juifs, les français, les américains, tout ce qu'on veut, c'est toujours le même schéma. Et en plus, cette écriture, en fait, masque quelque chose d'essentiel du livre, c'est-à-dire l'absence de logique, tout simplement. Quand on travaille dessus en tant que traducteur, on est forcé, comme tout traducteur, de chercher le sens de ce qui est dit. Et parfois, on peut redire 12 fois une phrase, on va pas le trouver, parce qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire que ce sont des phrases qui utilisent des pseudo-techniques de rhétorique, néanmoins, pourtant, donc, dans ces conditions. Et d'une manière complètement désarticulée, c'est-à-dire, pour pousser à l'extrême, il est capable de faire une phrase du type il y a de la lumière dans la pièce d'à côté, et par conséquent, il fait chaud à l'extérieur. C'est typiquement un raisonnement qu'on trouve dans Mein Kampf, sauf qu'il l'applique à des choses beaucoup plus graves que ça, notamment à l'antisémitisme, mais le texte est structuré comme ça. Quand on travaille d'un traducteur, quand il a une phrase comme ça chez un auteur, il se dit bon, faut d'abord comprendre la phrase pour la traduire. On va comprendre la phrase et puis on va la lui remettre en forme en français pour pas qu'on dise que l'auteur est nul, ce qui est rare, 2 que le traducteur a pas fait son boulot, ce qui est beaucoup plus fréquent. Donc on le fait très discrètement, y compris sur des grands auteurs. Zweig pour ça est légendaire, c'est-à-dire que les textes qu'on a de Zweig en français sont toujours bien meilleurs que les textes allemands. Voilà. Donc on est reparti là-dessus, sur ce travail-là qui a été énorme. Et est-ce que tu pourrais nous lire justement un extrait de Traduire Hitler, donc qui est le livre que tu as écrit après cette expérience de traduction, et donc où tu développes en fait tout ce que tu viens de nous dire. C'est donc ce serait l'extrait, voilà. Où tu es donc invité dans une émission de Daniel Schneiderman. Absolument. Et donc tu dois expliquer pourquoi il est nécessaire de retraduire ce texte. Voilà. Et je suis en compagnie donc de Christian Grau, qui est un très très grand historien, qui à l'époque était là à IHTTP, qui est spécialiste du nazisme et qui travaille notamment beaucoup sur les Einsatzgruppen, c'est-à-dire ces groupes qui, derrière l'armée allemande, massacraient la population des shtetl juifs d'Europe centrale. C'est un très très grand professionnel. Et en face de nous, on avait Alexis Corbière, qui était à l'époque, je dirais gentiment, parce que on s'est réconcilié, j'ai de l'affection pour lui, mais c'était quand même le premier couteau de Jean-Luc Mélenchon, et qui était là en mission, sur ordre visiblement de Jean-Luc Mélenchon, pour démolir le livre. Et ça a été une émission assez étonnante. Donc l'extrait commence par Christian Grau. Christian Grau répétait pour sa part qu'une édition critique était justement le meilleur moyen de montrer l'inanité de ce livre et d'en démonter les mécanismes et les pièges. J'avais, quant à moi,
suffisamment bataillé au cours des semaines précédentes pour me refuser, après l'exposé habituel de mes arguments de traducteur, le plaisir d'un petit coup en traître. À la 46e minute de l'émission, j'évoquais un commentaire publié sur Internet à propos de l'édition du journal de Rosenberg, que j'avais aussi traduit. J'avais ce bref texte plié en 4 dans la poche de ma veste, et j'étais bien décidé à le sortir pour les stockades. Le commentaire était le suivant. Rarement aura-t-on vu un ouvrage où le lecteur est à ce point fusillé d'avertissements, de mise en garde, de mise en condition, de mise en perspective et de perpétuelle contextualisation. Les présentateurs et commentateurs de ces écrits de Rosenberg ressemblent à une équipe de gars de sauce, dont le souci principal serait de dénaturer le produit lui-même au bénéfice de leur propre sauce et de ses condiments. La nouvelle édition de Mein Kampf qu'on nous promet pour 2016 sortira des mêmes arrière-cuisines, concluait l'auteur de ces lignes, qui ne croyait pas si bien dire. Daniel Schneiderman, qui sentait venir le boulet, demanda d'une voix amusée, qui écrit ça? Bonne question, répondis-je. C'est Robert Faurisson, condamné à de multiples reprises pour négationnisme. Même Alexis Corbière ne put s'empêcher de sourire, l'air un peu soufflé tout de même. Ce n'était pourtant que la stricte vérité. Les négationnistes et l'extrême droite en général, qui depuis 1945 avancent le plus souvent masqués en Europe, n'avaient aucun intérêt politique à ce qu'un travail sérieux soit mené sur ces textes. Cela veut dire simplement qu'une publication bien faite, je souligne ce point, parce que c'était aussi la condition de mon travail sur ce texte, permet aussi d'éclairer un certain nombre de choses et d'éviter, entre autres, qu'on se réfère à des bribes dans des traductions douteuses pour défendre des idéologies qui sont insupportables, conclus ce jour-là. Ça me fait presque changer d'opinion en vous entendant en parler. C'est assez rare qu'un invité reconnaisse la pertinence de l'argumentation de ce contradicteur. Cette phrase, prononcée quelques minutes après la fin de l'émission, résume bien la qualité de ce premier débat de l'année consacré à Mein Kampf, écrivait Daniel Schneiderman à propos d'Alexis Corbière et de cette émission qui, d'une certaine manière, tournait la page de ce débat en même temps que le dernier jour de l'éphéméride. La confrontation que je redoutais avait finalement tourné à l'échange d'arguments entre adversaires respectueux. C'était un bon début. Merci. Alors justement, qu'est-ce qui, une fois que tu as eu terminé la traduction de Mein Kampf, qu'est-ce qui t'a conduit à vouloir écrire ce livre, donc traduire Hitler? Alors je vais être très concret, une éditrice, Héloïse Dormesson, qui m'a appelé en me disant, écoutez, on a écouté vos interviews, je pense que vous avez des choses à dire, à raconter, est-ce que vous accepteriez de le faire dans un livre? C'était pas mon premier livre, hein, j'en avais déjà écrit 3, 2 sur Günter Grass, un sur Manuel Sperber. Et en fait, quand elle m'a posé la question, je me suis dit, mais c'est évident, c'est absolument évident que ça, il faut l'écrire. 3 jours après, j'avais le plan complet du livre dans ma tête et sur le papier, et je me suis mis au travail. Le but du jeu, je voulais raconter ce qui s'était passé parce que c'était quand même un processus, un cheminement intellectuel qui n'était pas inintéressant. Chez nous, dans l'équipe qui avait fait cette traduction et cette édition, mais aussi en face, des gens avec qui on avait discuté, mes amis juifs par exemple, avec qui j'avais parlé beaucoup de temps pas pour les convaincre, parce qu'il n'y avait pas besoin d'être convaincu, pour leur expliquer quelle était notre démarche. Et puis, je voulais aussi raconter cette polémique qu'il y avait eu, ce que ça avait signifié pour nous, ce que c'est pour une équipe qui travaille sur un projet d'avoir tout d'un coup la foudre de Jean-Luc Mélenchon qui vous tombe sur le coin de la figure et qui déclenche des dizaines d'interviews de tous les côtés, avec des scènes absolument hilarantes. Je raconte dans mon livre, j'habitais à l'époque en Touraine, dans un petit village de 400 habitants. C'était à la fin de l'année, il y avait une espèce de guirlande minable au-dessus de la place du village, parce que c'était un village qui n'avait pas un sou pour faire des grandes décorations. Et un jour à 7 heures du matin, j'étais prévenu bien sûr, j'ai vu arriver le camion régie d'Europe 1 qui déployait ses antennes satellites sous ces 3 guirlandes. Je suis monté dans le camion et j'avais Danny Cohn-Bendit en face de moi qui parlait. C'est des moments que je voulais raconter parce que on pense pas à quel point l'aventure éditoriale peut vraiment être une aventure de temps en temps. Voilà. Donc je voulais raconter ça. Et puis, au fur et à mesure de l'écriture de mon livre, il y avait la vie qui vivait autour de moi, bien entendu. Et là, on approchait on était au début de la campagne électorale pour l'élection présidentielle de 2021. Je me suis toujours intéressé à la politique. Mais là, pour la première fois, j'entendais un discours qui faisait ressortir ce que je venais de traduire.
J'entendais parler de remigration, j'entendais parler de Français de papier, j'entendais Éric Zemmour qui expliquait que les Français qui s'appelaient Ahmed ou Mohamed ou Aïcha, etc., ne devraient pas porter ces prénoms-là parce que c'était des prénoms pas français et que par conséquent ça les empêchait de s'intégrer. Ils ne pouvaient pas devenir de vrais Français. C'est un terme absolument épouvantable. J'entendais parler de grand remplacement, la thèse qui a été diffusée en France par Renaud Camus, il n'a strictement rien inventé, c'est une thèse qui remonte beaucoup plus loin, qui en fait remonte à Mein Kampf, chapitre 11, Race et peuple de Mein Kampf, qui décrit comment les Juifs sont en train de grand remplacer les Allemands. Et puis ça progressait, et ça progressait non seulement à l'extrême droite, mais ailleurs. Ce mot de grand remplacement était prononcé par exemple par Valérie Pécresse dans un de ses meetings. Euh, Tout d'un coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est en train de remonter? Et j'ai terminé ce livre en me disant, mais je vois parler de Mein Kampf sans dire que le vocabulaire que j'y ai trouvé, les techniques rhétoriques que j'y ai trouvées, sont en train de revenir au grand galop. Et elles revenaient d'autant plus au grand galop que j'avais déjà travaillé sur ces questions-là en 2015, pendant l'élection présidentielle américaine, qui a porté au pouvoir Donald Trump au début 2016. Parce qu'il y avait quelque chose que j'arrivais pas à comprendre. Mein Kampf est un livre extrêmement confus, dans tous les sens du terme. La pensée est confuse, l'expression est confuse, mais il utilise cette confusion de manière consciente ou inconsciente, j'ai toujours pas de réponse à cette réponse-là, pour délivrer des idées d'une simplicité enfantine, mais c'est pas gentil pour les enfants, je veux une simplicité puérile, ce qui est autre chose, euh, qui sont toujours jetées après d'interminables paragraphes de pseudo-réflexions, de pseudo-citations d'auteurs qu'il n'a pas compris. Et à la fin, en gros, c'est la faute de, si les Allemands sont dans cet état-là, nous allons redonner sa fierté à l'Allemagne et créer un Reich millénaire. Et en 2015, j'avais les mêmes phrases déjà à l'époque, pas autant que maintenant en 2025, mais déjà à l'époque, j'avais les mêmes phrases chez Donald Trump. C'est-à-dire qu'on avait un discours totalement incohérent, totalement décousu, et derrière des formules faciles, des schémas simples, qui n'étaient pas aussi brutaux qu'aujourd'hui, mais qui étaient déjà assez inquiétants à tout point de vue, et surtout qui rendaient possible, bien que je n'y ai pas cru jusqu'au bout, l'hypothèse qu'un bouffon inculte et violent puisse arriver à la tête de ce qui est, avec nous, la plus vieille démocratie du monde. Ça me paraissait totalement impossible. Je me rappelle d'ailleurs qu'à l'école, à l'époque, j'avais un GIF sur Yvette, officiel VOVF, on avait des amis traducteurs américains avec qui j'avais très doctement expliqué pour les rassurer qu'il n'y avait aucune chance que cet imbécile soit élu. Or, il l'a été. Et Hitler l'a été aussi. Et il l'a été avec des méthodes analogues, c'est-à-dire non seulement Mein Kampf est écrit comme ça, et conçu comme ça, dans une confusion totale qui permet en fait toutes les escroqueries intellectuelles. Si vous faites une phrase qui n'a aucun sens, vous pouvez la prendre dans tous les sens et en tirer toutes les conclusions, ça fonctionne. Et Trump faisait exactement la même chose. Dans ses discours, Trump n'écrit pas heureusement, mais les discours qu'il tient, comme il les tient pratiquement sans notes, on peut être sûr que c'est lui. Et c'était exactement la même technique rhétorique, c'est-à-dire ce que j'ai appelé la force de l'incohérence. Une manière de noyer la pensée dans un langage qui est confus, qui se mélange de tous les côtés. Lui-même d'ailleurs, au cours de la campagne de 2024, a tenté de théoriser ça. Il a dit, mais en fait, non, les gens disent que je raconte n'importe quoi, mais pas du tout, je tisse. Et il y a quelque chose de ça, c'est-à-dire que c'est une pensée qui fait une maille à l'endroit, une maille à l'envers, ça c'est plutôt du tricot. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que les mots s'entrecassent pour former une espèce de trame qui est complètement opaque, à laquelle on comprend vraiment très très peu de choses, mais qui devient claire quand il a besoin que ça soit clair. Et quand il a besoin que ça soit clair, c'est pour désigner l'ennemi, pour galvaniser les foules et pour terroriser l'adversaire. Ça marche pour les deux. Et donc là, j'ai commencé vraiment à travailler dessus à ce moment-là. Ce qui est le parallèle que tu fais, évidemment, moi je l'ai fait aussi souvent en te lisant. Je l'avais fait aussi souvent en lisant Klaus Mann et Bérangère Viennot, qui donc a traduit les textes ou les discours de Trump, a eu exactement les mêmes réflexes et réflexions que toi vis-à-vis de sa façon de traduire. Et même avant moi, en fait, puisque je crois que son livre date de 2016, c'est un livre remarquable qu'il faut lire, qui s'appelle La langue de Trump, c'est aux arènes, où elle fait un travail extraordinaire de décortiquage de ce que c'est que cette langue.
Un traducteur qui est confronté à ça, que ce soit Hitler ou Trump, il est confronté à des choses qui sont pratiquement insolubles, autrement que par une traduction pas littérale, parce que ça veut rien dire, mais une traduction à l'identique. C'est-à-dire une copie en miroir de ce qu'est le texte d'origine. Et notre principal travail, c'est quand même de comprendre non seulement le texte, les mots qu'on a devant nous, mais bien plus ce qu'il y a derrière, ce que veut dire l'auteur, son intention, et l'effet, ça c'est Benjamin qui utilise ce terme-là qui est très important, l'effet qu'il veut produire. Là, on est totalement désarmé, c'est-à-dire que face à des textes comme ça, on ne peut que se dire mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de valour, et puis traduire en fonction des desiderata des éditeurs, parce que c'est aussi compliqué. Bérangère travaillait beaucoup pour la presse, et quand elle rendait un texte comme ça, les gens lui disaient, mais comment veux-tu qu'on publie ça? Et elle répondait mais simplement, mais si vous voulez publier le discours de Trump, je vous donne le discours de Trump, et c'est pas autre chose. Voilà. Si vous voulez que je le réécrive, ça sera autre chose. Bérangère, qui enseigne aussi avec moi à l'école de traduction, donne un certain nombre d'exemples de choses totalement intraduisibles. Hein. Quand Trump dit à propos de la femme de Macron, je parle très mal d'anglais, donc je ne vais pas m'y hasarder. Enfin, en gros, il dit vous êtes bien conservé. Ah oui. Oui. Donc vous êtes encore pas mal pour une vieille. Ce qui est à la fois d'un truc de butor, mais enfin qui est tout à fait lui, je vais dire comme ça Oui. en permanence. Vu le mépris qu'il Voilà. a pour les femmes. Voilà. Mais cette phrase, et là Bérangère le montre très bien, cette phrase est tellement énorme qu'elle a posé un problème monstrueux à la presse, qui ne savait pas comment la traduire. Donc à aucun moment, n'a choisi la traduction, vous êtes bien conservé, ni même vous êtes encore pas mal pour votre âge, ce qui était le fond de la pensée de Trump. Mais ça, c'est un traducteur qui le sait, parce que justement, on est capable d'aller voir ce qu'il pense en fonction de la personnalité, du contexte, etc. Donc, les traductions, c'était vous êtes bien en bonne forme, vous êtes en bonne forme, Oui. même pas encore. Hein. Et des traductions complètement. Le problème, c'est que quand on sort des phrases comme ça, par respect d'une espèce de logique de la bienséance, en se disant les lecteurs comprendraient pas qu'on fasse autre chose, on masque le phénomène. Et cette espèce de brutalité que déjà, à l'époque, Trump avait, une brutalité physique, enfin, on voit bien la manière dont il se comporte, quand on le voit bousculer Olivier Roban dans une réunion pour passer devant lui, enfin, il est physiquement brutal, mais ses paroles sont d'une brutalité, d'une grossièreté absolument phénoménale, et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier et qu'on a retrouvé avec stupeur récemment avec d'autres choses dont je vous parlerai peut-être un peu plus tard qui sont beaucoup plus graves. Oui, non, mais ça c'est certain qu'aujourd'hui, ce qu'on disait donc de Trump il y a quelques années au moment de la première campagne et du premier mandat, aujourd'hui ça a complètement explosé. Ah oui, il y a qu'à voir là le défilé militaire de l'autre jour contre lequel il a pesté comme un enfant dont l'anniversaire aurait été gâché en fait. C'est exactement ça. En s'en prenant aux militaires en disant qu'ils n'ont pas joué le jeu alors que eux étaient censés fêter les 250 ans de leur armée. Pour comprendre Trump, il faut on va aussi passer par le langage. En gros, il a 350 mots de langage, ce qui est quand même peu. La langue anglaise, si mes renseignements sont bons, on compte à peu près 120 000. Donc ça fait un pourcentage extrêmement faible. Et quand vous regardez la manière dont il s'exprime, on va pas encore prendre les choses vraiment graves, mais enfin, c'est toujours big, beautiful, tremendous, etc. Je vous ai prévenu pour l'accent. Tremendous. Et c'est un vocabulaire qui est simplissime, très limité, et qui toujours vise à souligner la grandeur d'une chose, la beauté, mais au sens de où lui est beau, hein, quand il explique il peut pas prendre de douche parce qu'il y a des limitateurs maintenant et qu'il peut pas coiffer, il peut pas laver correctement ses big beautiful hair. On est quand même effectivement dans un langage qui est totalement puéril, totalement grotesque, et de quelqu'un qui fait des caprices. Voilà. Après, il y a plus grave quand même, parce que ce que j'avais pas repéré moi en 2015, parce que ça n'y était pas, c'est le langage qui est emprunté à l'histoire. Et là, on passe dans une toute autre dimension. On sait que ce type est à moitié fou, on sait qu'il est caractériel, on sait qu'il a une culture extrêmement limitée, on sait que c'est un violeur dangereux, on sait qu'il manie les gens de manière épouvantable. Mais ce qu'il n'a pas pu faire en 2016, notamment dans la politique vis-à-vis de ce qu'ils appellent des migrants, on va dire des travailleurs immigrés ou des réfugiés, il avait décidé de le faire. Et dans ses discours, on change totalement de dimension. C'est-à-dire qu'on n'a plus quelqu'un qui est seulement grotesque.
On a quelqu'un qui dit, par exemple, que le sang des migrants, terme sur lequel on pourra revenir parce que c'est un terme générique et extraordinairement dangereux, totalement désindividualisant, qui crée de l'étranger en général l'image d'un danger potentiel ou réel, généraliser absolument tout ce qui est alien, tout ce qui est extérieur à l'Amérique, et d'une Amérique qui est réduite à un tout petit peuple blanc, hétérosexuel, de droite, des campagnes, c'est-à-dire rien du tout, et qui moi déjà avait dans l'acception qu'on avait le mouvement MAGA ou le Tea Party avant, fortement rappelé la conception de la société allemande qu'avait Hitler, avec ce qu'on appelait la Volksgemeinschaft, la communauté du peuple. Le peuple allemand sous Hitler, c'était pas le peuple allemand, c'était le peuple allemand, moins les socialistes, les communistes, les juifs, les tziganes, les homosexuels, les témoins de Jéhovah, les handicapés mentaux et physiques, les chômeurs de longue durée qui voulaient pas faire n'importe quoi, et on peut rajouter encore pas mal de catégories, les gens qui faisaient de l'humour sur Adolf Hitler, tout cela était exclu. Et donc vous aviez cette espèce de noyau qui était quand même assez nombreux, de bons Allemands qui pouvaient prouver qu'ils n'étaient pas juifs sur 3 générations, qui travaillaient pour le Führer, qui disaient jamais de mal du régime, et qui avaient des mœurs sexuelles qui correspondaient à peu près non pas à ceux d'Hitler, qui était un type qui avait pratiquement aucune sexualité, mais disons à celles que Hitler voulait pour l'Allemagne, c'est des bons reproducteurs, qui faisaient qui feraient des beaux enfants blonds pour servir le soldat ou pondre de nouveaux soldats, puisque le Reich était là pour durer 1000 ans. Et là, la nouvelle campagne de Trump, moi j'ai retrouvé des choses qui étaient vraiment flagrantes de ce point de vue-là. La manière dont il parle des étrangers, la manière dont il parle de l'histoire américaine, le refus, la volonté affichée d'effacer une partie de l'histoire américaine. Complètement. C'est orwellien même. Absolument, c'est totalement, faire. c'est ahurissant. La volonté de rectifier les programmes de tout l'enseignement, de mettre au pas, c'est un terme qui a été utilisé par Goebbels, c'était Gleichschalten en allemand, c'est-à-dire niveler, uniformiser. Et ça a été la politique des nazis. Et on a, de ce point de vue-là, par exemple, dans les universités, une politique identique. Il faut que l'université ait une politique de la politique qui soit partout la même et qui corresponde à ses visions personnelles. Et puis il y avait les mots. Et là, j'ai vraiment commencé à travailler là-dessus. Donald Trump parle, par exemple, du sang des migrants qui va contaminer le peuple américain. C'est sa phrase exacte. Ça, c'est tiré de Mein Kampf, directement. C'est du nazisme pur. Il y a plein d'autres exemples. Et quand il parle de ses adversaires politiques, donc pas d'ennemis qui viendraient d'un pays en guerre, ses adversaires politiques, au modo, la gauche du Parti démocrate et justement les étudiants de l'université, il a une phrase qui est absolument terrifiante. Il dit il faut éradiquer le socialisme, le communisme, les woke et le fascisme. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il veut dire par là. Et il ajoute qui mène une existence de vermine. Et dans cette phrase-là, il y a deux choses. D'abord, le terme américain qui est root out, éradiquer, donc ça veut dire arracher littéralement une plante avec sa racine. Et ce terme root out, c'est le calque exact de Ausrotten en allemand, qui est celui qui a été utilisé, entre autres euphémismes, par les nazis pour désigner l'élimination des Juifs. C'était déjà assez terrifiant en soi. Mais après, il y a le terme vermine. Le terme vermine, c'est aussi un terme qu'on trouve partout dans le nazisme, c'est Ungeziefer en allemand, et il reprend exactement la même chose. Dans une phrase qui témoigne d'abord de sa violence potentielle, parce que éradiquer c'est pas rien, je veux dire, ça peut être physique, et ça peut être envoyer les gens en prison, envoyer les gens en camp ou les tuer, et puis les traiter de vermine, c'est absolument insupportable. C'est très très lourd de sens, quoi. Oui, tout à fait, c'est très menaçant. Et il a fait ça à un moment où il pensait avoir les moyens de mettre ces menaces à exécution. Ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, parce que la justice américaine a mieux tenu que ce qui était prévu. Mais c'était des mots qui étaient en fait des menaces réelles. Et d'ailleurs, les menaces ont fonctionné pendant un certain temps, parce que les gens ont eu peur d'aller manifester, ils ont eu peur d'être arrêtés. Les juges, avant que 3 ou 4 d'entre eux commencent à prendre des décisions courageuses, attendaient tranquillement dans leur coin pour voir ce qui allait se passer. La presse, qui a été virée en partie du bureau ovale, et sur laquelle pèsent par ailleurs d'autres menaces de Trump, a commencé par faire tête basse en disant on va voir, on va laisser passer l'orage et on verra ensuite. Donc il avait au début la possibilité effectivement de faire tout ça. Alors simplement, Trump n'étant pas un grand lecteur en général, je suis absolument persuadé qu'il n'a jamais lu Mein Kampf.
Mais il a autour de lui des gens comme Steve Bannon ou Stephen Miller qui connaissent très très bien tout ça. Oui. Il a une équipe qui est avec des gens chevronnés. Après, c'est une question d'imprégnation Oui, aussi, tout à fait, hein. absolument. Oui, mais je pense que pendant ces réunions, la technique de la provocation permanente étant aussi une de ces techniques de campagne électorale et de gouvernement, il a tout à fait pu aller là-dedans en connaissance de cause. Mais que ce Mm. soit en connaissance de cause ou pas, le langage est absolument terrifiant. Il y en a d'autres, hein, quand il dit si je suis pas élu, les juifs auront une lourde responsabilité. Un juif qui ne vote pas pour moi, il faudrait lui examiner la tête. Et quand on sait ce qui s'est passé, Ah, mais ça, j'avais pas entendu ça. quand on Oh, sait ce qui la s'est passé vache. chez les médecins nazis, c'est une phrase monstrueuse. Et il y en a encore vraiment beaucoup. Enfin, quand il dit, Hitler a fait des mauvaises choses. J'aimerais que les généraux m'admirent comme ils ont admiré Hitler. La tentative qui n'a pas mené jusqu'au bout pour l'instant de faire prêter serment aux fonctionnaires, non pas à la Constitution américaine, mais à sa personne, qui est exactement ce qu'avait fait Hitler avec Ah l'armée bah, c'est le allemande. culte de la Oui, personnalité, tout à tout fait. Et court, ça quoi. donne des pouvoirs énormes. Si Hitler n'a pas été tué plus tôt en Allemagne, c'est parce que beaucoup de militaires, à cause de ce serment, qui ne voulaient pas violer, Mm. n'ont pas voulu agir directement. Donc ça fait beaucoup. Oui, non, mais c'est énorme. C'est vrai que des parallèles qui sont totalement vertigineux. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, justement, je voulais t'interroger Mm. là-dessus. Donc, après traduire Hitler, donc il s'est passé 2 ans, Mhm. et donc Coulée brune Mhm. est paru. Donc, comment ça s'est passé cette fois-ci? C'est Héloïse d'Ormesson qui t'a contacté aussi, Alors, ou Héloïse m'avait demandé un deuxième livre en me laissant choisir le sujet. oui, Et en qui est fait, une espèce de, ça forme un espèce de diptyque aussi là. c'est tellement un diptyque qu'en principe, ça va être publié en poche ensemble. Donc, D'accord, bah ça voilà. c'est très bien. Euh, le deuxième livre, je voulais essayer de comprendre ce qui s'était passé chez nous. Mm. Donc j'ai pas abandonné mes connaissances sur cette période, mais ce qui m'intéressait c'était de voir ce qui s'était passé pour qu'on en arrive en 2021 là où on en avait été. Et il se trouve qu'à la fin du livre est arrivée une deuxième campagne électorale, celle des législatives de septembre 2024, où d'autres phénomènes se sont produits que j'ai essayé d'analyser. En fait, ce que j'ai essayé de comprendre, c'est à travers mon métier, c'est-à-dire à travers le langage, ce qui faisait que la politique française, et plus généralement européenne, était devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est-à-dire à quel moment le langage qui nous sert à communiquer les uns avec les autres, à discuter d'idées, à aboutir ou non à des consensus, mais en tout cas à discuter, est devenu tellement confus, tellement brutal, tellement violent, que pratiquement plus aucun débat réel n'est possible. Ce qui veut dire deux choses, que on n'a plus que des ennemis et plus des adversaires, premièrement, et que deuxièmement, aucune espèce de consensus ne peut être trouvé, non pas parce qu'on est ennemis, enfin, entre autres parce qu'on est ennemis, mais aussi parce que simplement la base de langage sur laquelle on pourrait se mettre d'accord n'existe plus. Pour toutes sortes de raisons, parce qu'il est devenu flou, parce qu'il emprunte, partout d'ailleurs, à des courants de pensée qui sont variés, divers et qui sont contradictoires en soi, et donc on a des discours politiques qui sont contradictoires. Pour prendre un exemple au hasard, hein, c'est les propos de Marine Le Pen sur l'utilisation du nucléaire. Chaque année, vous avez une nouvelle variante, donc là maintenant elle est à fond pour, il y a 15 ans elle disait que c'était une horreur, il fallait surtout pas en avoir. On peut prendre aussi, autre exemple de glissement, la position de Jean-Luc Mélenchon sur le voile. En 2015, il donne des interviews en expliquant l'idée que défendent tous laïcs français qui se respectent, et j'en fais partie, que le voile, les gens, la religion c'est chez soi, c'est dans son coin, ce qui d'ailleurs est une interprétation déjà un petit peu abusive de la loi de 1905, et que donc les signes extérieurs, ils n'ont pas à être dans la rue, parce que ça, il y a un danger de repli. Il explique ça, lui, en 2015, très clairement, en plus, à l'époque. Et en 2025, il nous dit qu'il faut surtout pas toucher à ça, et que c'est poser la question, qui est une question très complexe, à laquelle j'ai pas de réponse personnellement, mais poser la question du fait religieux dans la rue, dans un certain nombre de lieux, c'est une forme de racisme, puis exactement d'islamophobie, qui est un terme qui a été créé aussi pour l'occasion, pas par lui, mais pour l'occasion, et qui renvoie en fait au même titre par exemple que le mot sioniste aujourd'hui, pour désigner d'une manière générale les juifs et en particulier les israéliens, quelles que soient leurs opinions, quelles que soient leurs opinions sur ce qui se passe, ce sont des termes qui rendent le débat totalement confus et en fait impossible, totalement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous demande est-ce que vous êtes pour le voile ou contre, est-ce que vous voulez répondre? On ne peut avoir que des questions imbéciles, que des réponses imbéciles à des questions imbéciles. Si vous dites est-ce que vous pensez qu'Israël doit continuer à bombarder l'Iran ou pas,
Est-ce que vous voulez répondre à ça? Et si en plus on vous dit, est-ce que vous pensez que les sionistes doivent continuer à bombarder? Il n'y a pas de réponse possible. La nuance politique, c'est de dire, par exemple, pour ce qui concerne Gaza, l'armée israélienne sous le commandement d'un premier ministre d'extrême droite est en train de massacrer sciemment une population. Point. Et cette population a été livrée en pâture par un mouvement islamiste extrêmement dangereux qui a été élu il y a 16 ans, qui détient le pouvoir de manière dictatoriale depuis, qui liquide une partie de sa population et qui l'a laissé tranquillement se faire massacrer en se réfugiant dans des tunnels. Et les deux positions sont vraies. Ce qui est sûr, c'est que dans les deux cas, on a des situations criminelles. Et c'est vrai aussi que le massacre du 7 octobre a été une abomination humaine et qui, connaissant l'histoire du judaïsme, ne pouvait que déclencher des réactions. C'est-à-dire que on ne peut pas de nouveau massacrer des juifs en se disant il va rien se passer. C'est aussi un des mérites de la création d'Israël. Après, quand on a Netanyahou à la tête d'un État, je le répète, d'extrême droite, extrêmement brutal lui aussi, on ne peut que s'attendre à ça. On n'a pas à le légitimer, mais on n'a pas non plus à dire, à utiliser un terme, le sionisme, pour dire Israël doit disparaître en fait, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Bon, et c'est d'autant plus embêtant que ça dénote une méconnaissance politique et historique totale. Le sionisme, c'est un mouvement de gauche justement, et même Oui, oui, mais quasiment tout début, au tout début, mais pendant c'est assez très très longtemps. vieux Voilà. et ça, bon, maintenant c'est devenu quand même plutôt Bien entendu. extrême droite. Mais oui, mais enfin, il y a à Jérusalem, il y a des gens qui vivent là-bas, qui partent là-bas, il y a des familles de Français juifs qui vivent ici. Il y a depuis le début, toutes les semaines, d'énormes manifestations d'opposants. Il y a une véritable opposition. Donc voilà. Ce que je veux dire simplement, c'est qu'il vaudrait mieux aider ces gens-là que de dire ces salauds sionistes, ça serait beaucoup plus efficace, beaucoup plus intelligent, mais ça suppose un discours construit, structuré, et qui ne se résume pas à ça. Bref, ce que j'ai essayé de montrer dans Coulée brune, donc le deuxième livre, c'est comment en France ce débat-là avait fichu, quoi. À quel moment le langage politique s'est mis à être grossier, brutal, confus, et j'ai situé ça assez facilement simplement en étudiant les discours des hommes politiques. Et je tombe chaque fois sur les années 2007-2012 avec Nicolas Sarkozy, Bien sûr. qui utilise une rhétorique d'abord extrêmement brutale, lui aussi, hein, je veux dire, on peut faire la liste, il y a Casse-toi pour con, il y a etc. Mais une Plein rhétorique, d'exemples. il y en a énormément, il y a la racaille, il y a beaucoup de choses, et qui gouverne en parlant avec une confusion qui est hallucinante. Hallucinante. D'abord, il dit des bêtises, souvent, et ensuite, il le dit d'une manière complètement floue, incongrue, parce que la pensée n'est pas claire, tout simplement. Là, tout à fait. En domaine de la politique intérieure et de sa relation, par exemple, au racisme et au Front National, il a une attitude qui est ambiguë, mais elle n'est pas ambiguë parce que il ne sait pas. Elle est ambiguë parce qu'il a choisi l'ambiguïté avec ce qu'il appelle la technique de la triangulation, en allant chercher les idées de l'extrême droite pour les récupérer chez lui, ce qui donne l'histoire de l'identité nationale, des ministres qui parlent de français de papier, etc. Ce qu'on retrouve aujourd'hui avec une minorité. Ce que j'ai essayé de comprendre, c'est ce qui s'est passé après pour qu'on en arrive aujourd'hui dans des situations complètement folles comme celle qu'on a eu en 2021 d'abord, où on a eu une élection qui était quand même compliquée, mais surtout pas 2021, pardon, oui, c'est ça, 2021, mais surtout après la dissolution de 2024, c'est-à-dire une espèce de mélange absolument incroyable de courants extrêmement flous. J'analyse ça à partir du mouvement des Gilets jaunes, qui a été aussi un mouvement à la fois très énergique dans la revendication de démocratie au début, et qui s'est totalement, enfin presque totalement débité après, qui a été totalement récupéré. Et puis dans l'arrivée de la véritable pensée paranoïaque politique, qui moi m'a beaucoup inquiété, c'était pendant le Covid. Où là on a eu toute une flopée de personnages issus d'ailleurs pas forcément de l'extrême droite. Il y avait Martine Weber qui venait de chez Macron, il y avait des gens à gauche qui avaient complètement perdu les pieds aussi, qui se sont mis à tenir des discours, mais c'était même pas idiot, c'était complètement fou, enfin, en disant que c'était un virus qui avait été déclenché pour qu'on puisse vendre ce vaccin, ou alors que c'était un virus qui avait été déclenché pour qu'on puisse administrer ce vaccin qui allait tuer une partie de l'humanité. On a entendu, pas en France mais aux États-Unis, à l'époque, Robert Kennedy, qui est aujourd'hui ministre de la Santé,
expliquait que le virus a été conçu pour épargner les Chinois et les Juifs. Ce sont ces termes. Voilà. Et tout d'un coup, tout ça prenait une proportion politique aussi. D'abord parce que il y avait un débat politique vif en France sur le confinement, etc., sur l'usage du vaccin, avec des vrais problèmes, hein, des vraies questions sur la manière dont ils avaient été achetés, etc. Ben, sur le fond, c'est quand même le vaccin qui a arrêté l'épidémie dans le monde entier. Et ça, c'était le premier point. Mais après, derrière ça, il y avait d'autres phénomènes que moi j'ai vu surgir avec beaucoup d'inquiétude, et notamment la résurgence d'un antisémitisme affiché. On avait dans les manifestations de gens qui se disaient anti-pass, qui étaient surtout anti-vax, des affiches qui reprenaient une altercation qu'il y avait eu entre un journaliste de France Inter et un général d'extrême droite qui parlait des juifs sans les nommer évidemment, et le journaliste lui avait dit mais de qui parlez-vous, qui Mhm. et quelques jours après on a vu apparaître des pancartes Ah oui. avec ce qui, et en dessous vous aviez la fameuse pieuvre qui domine le monde, qui est un dessin qui sort de Oui, c'est les années 30. du Sturmer. Bah c'est nazi, c'est un dessin qui est utilisé alors par l'extrême droite française notamment de l'Action française, mais aussi et surtout par les nazis de Jules Streicher, qui était l'un des pires propagandistes, et dont la revue d'Aschturmer était tellement ordurière que De Gaulle a fini par l'interdire, Ah parce oui. qu'il a fait trop extrémiste. C'est vous dire à quel point on en était, et c'était ces trucs-là qui ressortaient. Et puis on a vu, surtout après, après cette période, ces gens-là se retrouvaient des postes très importants dans les partis politiques, chez Nicolas Dupont-Aignan, à côté d'Éric Zemmour. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la paranoïa qui a alimenté le nazisme, qui alimente toutes les campagnes de Trump, et qui se présente toujours comme un persécuté de quelqu'un. La dernière fois, c'était l'Europe, mais les étrangers, le monde entier. Cette campagne paranoïaque disant nous sommes les victimes d'un vaste complot, et qui a toujours débouché sur des solutions, pas des solutions, mais enfin comment dire, sur des voies des autoroutes finalement menant à l'extrême droite partout. Tout ça est en train de se répandre à très très grande vitesse. Et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire, on a vu le Front National monter, enfin, le Rassemblement National monter très largement jusqu'en 2024 où on a failli avoir Jordan Bardella avec un programme totalement fou, totalement confus parce que il est lui aussi d'abord incompétent. Oui, il n'a pas de pensée de Non, toute non, il n'y a façon. pas de pensée, il n'y a plus que des slogans, il y a une manière de s'exprimer qui est là encore extrêmement ambiguë, extrêmement confuse. Euh, voilà. Donc, j'ai essayé de comprendre en fait comment tout ça aboutissait à une politique qui n'est plus une politique parce que le dialogue n'y est plus. Et si le dialogue n'y est plus, c'est que simplement on n'a plus l'usage de nos mots parce qu'ils ont été détournés, triturés, exactement comme ce que décrit Victor Klemperer dans LTI. Écoute, je te remercie beaucoup pour cet entretien. Est-ce que, pour terminer, tu voudrais nous dire quelques mots, une sorte de carte blanche sur un livre que tu as écrit, que tu as traduit Alors que j'ai écrit, je crois que j'ai tout dit, mais il y a un livre qui va sortir chez Actes Sud au mois de septembre, au début septembre prochain, qui s'appelle L'ivresse des sommets, qui est fait par un historien journaliste qui s'appelle Harald Jenner, qui a une manière d'écrire tout à fait extraordinaire, un texte profond, parfaitement sourcé, avec des tonnes de notes, des références partout, mais qui se lisent vraiment comme un roman. Il avait déjà publié un livre il y a 2 ans, toujours chez Actes Sud, qui s'appelait Le Temps des loups et qui racontait un moment qu'on connaît très très mal, c'était la période 45-55 en Allemagne. Ouais. Et ce roman se lisait, ce roman, voilà, je le dis, ce livre d'histoire se lisait comme un roman, pratiquement un roman policier. Il décrivait des choses absolument incroyables et il raconte très très bien. Et là, il s'est consacré à la République de Weimar pour montrer à quel point cette République, qu'on dit faible, fragile, etc., avait été en fait un moment d'éclosion, mais fabuleux pour l'Allemagne dans tous les domaines politiques, bien entendu, malgré d'énormes problèmes, et économiques. Ça s'était pas si mal passé que ça, même si la crise de 1929 avait tout fichu par terre, et surtout sociale et culturelle. C'était une explosion absolument extraordinaire d'art, de culture, de cinéma, de chansons, de littérature, auquel le nazisme a mis un coup un d'arrêt terme, brutal. je dirais même un coup de hache Ouais. brutal, qui a ramené l'Allemagne au niveau culturel, c'est même pas un siècle en arrière, parce que l'Allemagne culturelle des nazis, Non, c'est une sorte, bah, c'est un génocide culturel, on voilà, pourrait tout à fait, presque oui, dire. oui, Hein. oui, tout à fait. Je manie le génocide avec plus Bien de sûr, bien sûr. prudence, mais en tout cas une volonté de
d'annihiler une culture en la rendant totalement sirupeuse, guimauve et sans personnalité. Voilà. Et donc c'est un livre que tu as traduit. Oui, tout à Voilà, fait. Et c'est ça ça. paraît donc en septembre, c'est vraiment un livre remarquable. Tu peux nous redire le titre et le Alors, nom de ça va l'auteur? s'appeler si le titre n'a pas changé, ça s'appelle L'ivresse des sommets ou L'ivresse des cimes, je ne suis pas sûr de ce qui va être adopté. Et l'auteur s'appelle Harald Jener, et c'est chez Akishi. Ok. Merci beaucoup pour cet entretien, Merci à toi. Olivier, et c'était vraiment passionnant. Merci. Merci beaucoup.